à tous, écoutez, je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver sur l'émission Le Backpacker. La semaine dernière, on a eu du lourd, on a eu le ministre du numérique qui est venu dans le en tête-à-tête. Franchement, vous avez été hyper nombreux, on a eu beaucoup de retours, ça fait hyper plaisir. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, effectivement, alors avec mes guests que vous ne voyez pas encore, on se disait qu'il faudrait peut-être 2, 3, 4 heures, une journée entière pour aborder tous les sujets. Non, on n'aura qu'une heure, donc je vais essayer de vite faire cette intro. Deux monstres du gros, de GOAT. Je vous présente aujourd'hui Benoît et Guillaume. On est ravis de vous avoir aujourd'hui sur le plateau du Backpack. Merci. Ça va les gars? Premier Twitch. Premier Twitch. Wow. Premier Twitch. Ouais, alors, de ce côté-là de la caméra. Bah ça fait, alors quand on voit le setup, quand on voit un petit peu tout le matos, etc., on se dit que c'est du sérieux quand même. On se dit que c'est du sérieux et très content d'être là. Très content. Et ben écoutez, je suis ravi. Alors pour démarrer un petit peu ce sujet, aujourd'hui on va parler de gross marketing. En intro, j'y vais. Allez, je taille à la hache. Gross marketing pour moi, ça peut vite être assimilé à un fourre-tout, à un truc. Alors moi de temps en temps, c'est pas gentil. Je m'excuse auprès de tout le monde. Je les appelle les boulangers magiciens parce que j'ai le sentiment qu'ils vont tout régler. En démarrant ce sujet, moi j'ai toujours du mal à me dire est-ce que le gross marketing c'est côté market, est-ce que c'est côté sales, est-ce que c'est côté product, enfin bref. Aujourd'hui je pense qu'on a deux personnalités, même influenceurs, quand on verra vos nombres d'abonnés Instagram ou LinkedIn. Je vous propose de vous présenter et puis dans un second temps de me faire votre définition du gross marketing. On démarre par qui? Allez, Benoît. Benoît, vas-y, je t'en prie. T'es sûr? Vas-y, je te laisse commencer. Ouais. Parce que je sais pas du tout. C'est un vrai sujet en ce moment, c'est comment je me présente. Ouais. Alors, moi, j'ai tendance à dire que je suis à la base un solopreneur qui avait son petit solo média et pour qui ça a dérapé. J'avais pas prévu, tu m'aurais demandé il y a 4 ans, j'aurais pas prévu la trajectoire que ça a pris. Et j'ai une boîte qui s'appelle Scalesia, que j'ai montée à la base avec une ambition plutôt modérée. Et puis, en fait, ça a très bien pris. Parce qu'aujourd'hui, là, on a 2 ans, on est 25, on va finir l'année, on sera entre 30 et 35. Donc c'est plutôt cool. Et super beau, ouais. On bosse avec 400 boîtes environ. Et en fait, nous, notre métier, c'est d'aider justement les boîtes à grossir. Pas seulement avec du growth, mais avec ce qu'on appelle de la croissance holistique. C'est-à-dire justement réintégrer tous les pans de la croissance. Et ça passe par la modéliser, la comprendre. Et donc, on a fait un gros travail justement de R&D, de compréhension de ce qu'est le growth, de ce qu'est la croissance, de ce qui fait la croissance d'une boîte. Et donc, je pense que c'est pour ça que tu as pensé à moi aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et dans tes 400 clients, c'est parce qu'on abordera ce thème. Souvent, en général, on entend parler de growth pour tout ce qui est startup. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des grands groupes aussi? On en a quelques-uns, ouais. On en a quelques-uns. Et d'ailleurs, c'est un petit sujet de diversification pour nous parce qu'il y a un gros travail de conseil, d'éducation du côté de ce pan-là de l'économie. Donc, on est en train de travailler dessus en ce moment. Ouais. Ok, trop cool. Bah, merci. J'espère, quand tu as dit solopreneur qui a dérapé, je me suis dit, ça se trouve, dans 2-3 ans, j'aurai Thibault Louis qui dira j'ai une centaine de salariés. Ok, trop cool. Et Guillaume, on se connaît, nous, depuis 2-3 ans. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui est Guillaume, entre l'influenceur, le fondateur d'une boîte qui vaut 150 millions Ouais, donc moi j'ai lancé l'Empire du coup il y a environ 5 ans. Donc on a des suites de logiciels, donc plus connus je dirais aujourd'hui est Lemlist, qui aident les entreprises à se développer. On est assez focus sur des startups, scale-up et SMBs, même si on attire aussi des grands groupes avec qui on n'aime pas forcément trop travailler parce que je t'avoue que c'est beaucoup de contrats et ça nous fait un peu chier. Donc on est vraiment très focus sur le segment qu'on adore, c'est-à-dire des boîtes tu vois, qui ont de l'ambition, qui veulent faire les choses de façon différente et qui vont vite. Aujourd'hui, donc, on est environ 80-90. On a des dizaines de milliers de clients, essentiellement basés aux US. On est présent dans 80 pays. Et comme tu disais, la boîte elle a été valo il y a un peu plus d'1 an à plus de 150 millions de dollars. Quand on a revendu 20% de la boîte pour 30 millions, donc on a pris 30 millions, nous les fondateurs, et on a gardé du coup le contrôle. Et ça permet de dérisquer un petit peu. Ouais. Ok, bah bravo, je suis hyper fier de vous avoir tous les deux. Aujourd'hui, on va rentrer en détail. Alors Guillaume, toi aujourd'hui, t'es plus sur LinkedIn. C'est une nouvelle stratégie de grosse. Mais par contre, je regardais. T'es sur. Remue le couteau dans la plaie. T'es en prison chez LinkedIn, oui, c'est le cas. Voilà, mais t'as 167 000 abonnés. Ah d'ailleurs, attends, on peut peut-être faire un truc pour les personnes qui arrivent à créer un profil LinkedIn sans être shadowban avec mon nom Guillaume Moubèche.
il y aura une récompense à la clé. Donc, si vous êtes là et que vous avez du temps à perdre, créez un compte LinkedIn, Guillaume Houbèche, et si vous y arrivez, je vous le rachète à prix d'or. Ok, ça marche. Mais en tout cas, personal branding assez fort sur la plateforme du coup Insta. Je sais pas combien tu avais de followers avant sur LinkedIn. LinkedIn, je pense que j'étais genre à 80 000. Insta, je dois avoir 160 000. TikTok, 90 000, un truc comme ça. Ok. Et, ouais. J'en parle parce qu'on parlera ensuite, là c'est en intro, mais de la puissance de la brand d'une entreprise et puis potentiellement de son fondateur. Et toi, Benoît, essentiellement sur LinkedIn, quasiment Moi- 100 000 abonnés sur LinkedIn, c'est ça? Ouais, je me concentre sur LinkedIn. J'ai Ok. essayé pas mal de petits trucs. 250 sur Insta. Wow. Ça arrive pas. Compte privé, Keblo pour la famille. Non, les c'est amis. public, mais j'en ai rien à faire, quoi. Ok. Et ouais, principalement LinkedIn et beaucoup de newsletters aussi. Je m'éclate bien avec de la newsletter et le podcast qui prend bien. Oui, podcast, un livre aussi, enfin bref, vous avez des multi-lives, on en parlera juste après. Alors, on démarre le sujet. Grosse marketing, donc là j'ai été sur Google. Je me suis dit, ok, je vais lire les deux définitions que je trouve en premier sur Google. D'ailleurs, il y en a une qui vient de HubSpot, je crois, qui a réussi à bien se positionner. Donc, première définition, souvent employée par les startups, elle consiste à déployer différentes méthodes de long terme centrées sur l'utilisateur. Le growth marketing cherche à optimiser toutes les étapes du cycle de vente pour atteindre une rétention maximale. La deuxième, qui est le growth marketing, est une activité consistant à activer la croissance d'une entreprise, notamment d'une startup, par un ensemble de techniques de marketing permettant d'accélérer rapidement et significativement la croissance de son chiffre d'affaires. Donc là, en prenant ces deux defs, ça parle de market, ça parle de sales, ça parle de croissance, mais bref, on comprend que c'est pour booster les ventes. Est-ce que, avec des mots hyper clairs, vous arriveriez à l'audience qu'on peut avoir aujourd'hui à expliquer ce que c'est que le growth marketing, mais de façon claire? Moi, quand je dis ça, par exemple, et je l'ai fait à ma mère, elle comprend pas. Ah ouais. Ouais. Alors, le growth, ça fait vraiment pas partie des thématiques que tu peux expliquer à quelqu'un qui n'a absolument aucune notion business, marketing ou quoi. Enfin, ça me paraît extrêmement compliqué sans être vraiment dans du très très vague. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, en fait, pour moi, le growth déjà de base, ça vient quand même du terme growth hacking qui avait été coiné par Sean Ellis. Mais en fait, pourquoi il avait fait ça? C'est un très bon marketeur qui s'est dit j'ai envie de créer une nouvelle catégorie au sein du marketing que je vais appeler growth hacking. Après, growth hacking, c'est devenu un petit peu connoté négativement. Avec Du coup, l'arrivée de RGPD et tout, j'imagine. Ouais, et puis je pense juste parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, comme tu disais, tu sais, ça fait un peu le boulanger magicien, quoi. Genre, on fait un peu de tout, on ne dit pas vraiment ce qu'on fait, etc. Et il y avait des pratiques aussi parfois qui étaient un petit peu borderline, on va dire. Et donc, le growth marketing, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux accepté, mais qui est aussi, en fait, qui a ce côté aussi un peu innovant. On doit parler de growth marketing, je pense, depuis 3-4 ans, tu vois, dans l'écosystème. Alors qu'avant, c'était plutôt growth hacking. Tu regardes les grosses communautés grosses en France, growth hacking France, etc. Bah oui, tu as toujours ce terme qui est utilisé. Donc, le growth marketing, c'est un peu nouveau. Je pense que faut le voir comme une sous-catégorie du marketing où potentiellement, c'est une fonction qui est un petit peu plus support de plein de leviers de croissance, comme tu disais un peu tout à l'heure, qui permettent, en fait, qui sont juste concentrés sur comment tu fais plus de croissance. Et la croissance, c'est défini par soit plus d'acquisition, soit plus de rétention, soit plus de referral, et essayer de toucher, en fait, fine-tuner, faire plein d'expériences qui vont te permettre d'avoir de meilleurs résultats, quoi. Ok. Alors là, c'est une définition un peu plus longue, mais effectivement, je pense que par rapport à ce que disait Benoît, c'est hyper dur d'expliquer avec des mots simples. Bah, si tu veux l'expliquer à ta mère, tu vas dire ok, le growth marketing, en fait, c'est des actions qui permettent de faire grandir ton entreprise. Tu vois, genre ça, c'est Ouais. assez basique. Tu Et vois. en même temps, tu dis ça, t'as rien dit, quoi. Et t'as rien dit. Après, tu peux lui c'est dire, vrai. par exemple, dans le growth marketing, ça va jusqu'à genre, il y a un mec qui tient une pancarte et qui est en train de montrer le produit qu'il est en train de faire, jusqu'à quelqu'un qui fait une vidéo de présentation de sa boîte, quoi, tu vois. Ok. Cool. Toi, Benoît, quand on tape le nom de ta boîte, Scalesia, sur Google, la première chose qui apparaît, c'est bien plus qu'une agence de growth marketing. Alors, on a Ce bossé serait- le copywriting. Hein. Ce serait quoi ta def? Ça serait, en fait, déjà, tu sais,
Tu as posé tout à l'heure la question de est-ce que le growth s'attelle plutôt au product, au marketing, au sales, on ne sait pas trop. Pour moi, la réponse, elle est purement contextuelle et elle incombe déjà à la typologie de la boîte. Tu vas avoir des boîtes qui sont plus drivées par leur commercial, leur sales, d'autres qui vont plus être drivées par leurs produits, d'autres plus par leur marketing, etc. Donc, ça incombe déjà à ça. Et deuxièmement, ça incombe au timing, au cycle de vie de la boîte. Tu vas avoir des périodes en fait, où tu vas mettre des enjeux, tu vas mettre des focus un petit peu plus spécifiques sur des leviers, sur des pans spécifiques de ta boîte, de ta croissance. Typiquement, nous, cette année, on est en mode, cette année, on craque la rétention à balle, quoi. Et donc, cette année, on a réorienté toute notre stratégie autour de ça. Donc, il y a ces deux pans déjà qui vont faire varier. Quand tu dis on craque la rétention, c'est pour ta boîte à toi ou pour vos clients? Non, pour notre boîte à nous, okay, c'est-à-dire qu'on veut tripler la LTV, tu vois, c'est l'objectif. La LTV, c'est la lifetime value. Donc ça, c'est un enjeu. Et donc là, tu as ces deux variables-là qui vont faire que la définition de growth ne va pas être la même d'une boîte à l'autre. Par contre, si je devais me représenter fonctionnellement à quoi le growth sert, pour moi, tu as deux grands pans, tu as deux grands travaux en fait, qui incombent au rôle du growth dans une boîte. Et ça structure autour du product market fit pour moi. C'est-à-dire, le product market fit, c'est faire rencontrer la bonne boîte, enfin le bon produit, la bonne solution avec le bon problème, donc la bonne audience avec le bon message, donc tes canaux d'acquisition, ton positionnement, etc. Donc ça englobe un petit peu tout. Et en fait, pré-product market fit, le rôle du growth, ça va être de se concentrer sur la découverte de ce product market fit qui n'est pas binaire, qui est incrémental, donc c'est un truc itératif en cycle où tu vas expérimenter à balle, donc c'est un travail très très produit, très très market. Ok, et là je pense que ça parle beaucoup à notre audience parce que effectivement ce live est sponsor par WeVoo, notre entreprise côté product, et donc tout ce qui va être MVP, pré-MVP, comment tu fais pour itérer et trouver ça, globalement je pense que ça parle beaucoup à notre audience. Exactement, et donc une approche très produit, et après très produit et très market, parce que les deux sont très connectés. Et après, post-product market fit, là, tu vas plus retrouver une logique d'accélération de la croissance via des leviers, notamment le framework AR dont on reparlera. AR, ouais. AR, et en gros, où là, ton objectif, ça va être d'amplifier, de consolider, de maintenir consolidé et d'amplifier ce product market fit. Et pour là faire monter les courbes. Donc en gros, au début, l'objectif c'est de faire monter les courbes. Product market fit, en gros, ça va incrémentalement augmenter de plus en plus. Et puis après, tu fais en sorte de verticaliser le plus possible la courbe. Ok, trop cool. Je crois qu'on a deux définitions assez complètes. Déjà, premier point, je pense qu'on peut se dire que en fonction de qui on est, on va adapter notre stratégie de growth. Si on a une ADN sales, ce sera plutôt côté sales, etc. Il ne faut pas forcément se dire, tiens, il y a un type de grosse marketing à mettre en œuvre. Alors, suite à cette définition, moi, j'avais une question à vous poser, pour démarrer. C'est comment, du coup, on établit une bonne stratégie de growth. C'est-à-dire que là, je pense qu'on peut faire appel à, on est chef d'entreprise, on est product, on va se poser cette question. À partir de quand, comment je la définis, etc. Je voudrais démarrer par toi, Guillaume. Moi, je te suis depuis longtemps. Je pense que dans ce fameux framework AR, on a 5 items bien distincts. Et en tout cas, quand je pense à l'Emlist, excuse-moi, pas l'Empire, mais du coup, vraiment l'Emlist, je vois que vous avez réussi à faire du contenu, activer une communauté, etc. Enfin, activer un petit peu tout ça. Comment vous y êtes pris? Parce que là, c'était hyper flagrant. En tout cas, ça a l'air bien... on ne parle pas de chronologie, mais en tout cas, on voit bien ce framework se matérialiser dans ta communication, dans ce que vous faites quand on vous suit. Comment vous l'avez mis en place? Est-ce que vous avez itéré? Est-ce que vous avez été hyper théorique? Est-ce que vous êtes fait accompagner de boîtes comme Scaledia? En vrai, je pense qu'il faut, si on reprend un peu l'histoire de l'Emlist à la base, nous on commence avec 1 000 €, donc on n'a clairement pas de thunes, et on fait un produit qui fait de la prospection. Donc en fait, on se dit, on a un produit qui permet de trouver des clients, autant l'utiliser, comme ça ne nous coûte pas cher et on peut se lancer. Donc si tu pars sur l'acquisition pour le premier A, en fait tu te dis, ok, je vais utiliser mon produit pour faire ma propre prospection. Ensuite, je me retrouvais du coup en rendez-vous avec des prospects, et moi ce que je leur disais, c'est je vous vends pas en fait plus de clients parce que les clients c'est à vous de les closer. Par contre, ce que je vous vends, c'est plus de rendez-vous avec vos prospects. Ils me disent, ouais, mais comment ça marche? Je suis pas sûr que ça marche. Et après, tu leur dis,
En fait, si on est en rendez-vous aujourd'hui, c'est parce que je t'ai contacté par un message de prospection. Et du coup, là, tu vois, ça faisait un effet vendeur. Et donc, forcément, après, ça faisait l'acquisition, donc des gens qui devenaient clients. En parallèle à ça, du coup, les gens, tu dois les éduquer pour qu'ils soient activés. Et en fait, ce que je remarquais à l'époque, tu vois, c'est que le contenu sur la prospection, c'était fait par des marketeurs. Donc, en fait, des gens qui n'ont jamais fait de prospection. Tu parlais de, tu as tapé grosse marketing, tu es tombé sur HubSpot. Ben, en fait, si tu tapes template cold email, tu vas tomber sur HubSpot, qui sont des gens qui n'ont jamais fait de sales, qui sont très bons en marketing, mais qui ne savent pas faire de prospection ni de sales, tu vois. Donc, en fait, c'est que des templates de merde qui ne fonctionnent pas, qui ont été réutilisés et utilisés. Donc, moi, en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est vraiment documenter tout ce que je faisais publiquement, ce qui n'avait jamais été fait avant parce que la plupart des gens qui font des campagnes de prospection qui fonctionnent, ils ne veulent pas forcément partager, tu vois, leur recette magique. Et donc, je le partageais, ce qui faisait plus d'activation. Ensuite, je créais une communauté autour de tout ça. J'avais des feedbacks utilisateurs. Les feedbacks utilisateurs permettaient, tu vois, de faire évoluer le produit. Une fois que le produit évoluait, je le réutilisais pour montrer des nouveaux cas d'usage. Moi, ça me refaisait plus de clients. Et en fait, tu vois, tu fais un cercle un peu vertueux. Et au bout d'un moment, en fait, quand tu as atteint une sorte de masse critique, Benoît parlait tout à l'heure du product market fit, c'est un petit peu près ça, tu vois, c'est quand ton produit a vraiment rencontré son marché, quoi. C'est-à-dire que tout le monde se dit, bah ouais, en fait, l'Emlist, il est utilisé, il y a des gens qui ont des bons résultats, ça fonctionne, j'ai tel problème, je sais que l'Emlist va être la solution, tu vois. Et j'ai établi aussi le côté confiance, dont on pourra parler tout à l'heure quand on parlera de brand. Mais en gros, à ce moment-là, quand tu as ça, bah, tu crées en fait une sorte de cercle vertueux où, à ce moment-là, c'est tes utilisateurs qui deviennent même, tu vois, sur la partie referral, bah, en fait, des providers de nouveaux leads, des providers de nouveaux clients, tu vois. Et je pense que moi, ça s'est fait un petit peu naturellement juste du fait qu'on n'ait pas de thunes, tu vois. Ouais, vas-y. Non, mais du coup, ça c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que quand tu as démarré ta boîte, Ouais. tu avais la double casquette, tu étais à la fois, je vais dire, CEO, mais du coup, ces notions de J'étais growth, pas tu les CEO au connaissais. départ. Tu connaissais ces je notions de nettoyais les growth. toilettes, je faisais tout. Je pense que comme Chief beaucoup de, stagiaire officer. c'est beaucoup de personnes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces notions, tu les avais. En fait, avant ça, moi, j'avais une agence d'acquise. Donc, j'avais déjà fait beaucoup de prospection pour pas mal de clients. Après, à la base, je suis ingé et j'ai fait aussi du market. Donc, j'avais quand même des bases en marketing. Mais c'est des choses que j'ai vachement appris sur le tas, tu vois. Et je pense que c'est plein de trucs que tu testes. Et en fait, c'est ça aussi l'essence du gros, si on n'en a pas trop parlé. Mais c'est le côté, tu dois tester plein de choses. Et tu te donnes quand même pas mal de liberté sur le testing et tu vois ce qui fonctionne le mieux. Ça ne veut pas dire que y a des choses que tu n'as pas fait qui fonctionneraient peut-être pas encore mieux, mais c'est juste que tu testes plein de choses et tu essayes d'itérer là-dessus. Et tu as mis le doigt sur un truc super intéressant, cette notion du cycle. Parce qu'on a une approche très linéaire du growth. Si tu tapes le framework ART, tu vas voir, c'est représenté comme un funnel et tout, machin, où en gros l'acquisition d'abord, ensuite l'activation. Non, tout ça, en fait, c'est des leviers sur lesquels tu vas bosser. Et en fait, un des modèles mentaux qui fait la différence en général entre les bons growth et les growth ou alors les growth qui sont très mal managés, c'est ceux à qui qu'on permet de travailler en cycle comme ça, et ce qu'on appelle des boucles de croissance, des growth loops, où en fait c'est exactement ce que tu faisais, ce dont tu parlais, c'est-à-dire que tu vas faire une action. Donc par exemple, je sais pas, tu vas par exemple faire un live. Là, on est en train de faire un live. Ce live va générer des questions, donc va générer un output. Et cet output, tu vas pouvoir l'utiliser pour améliorer ce que tu veux. Donc, par exemple, les feedbacks que tu vas recevoir dans le chat, tu vas pouvoir les réutiliser pour affiner ton positionnement, affiner ton copywriting. Ça va te donner des idées pour créer du contenu, etc. Et ça, en fait, cette logique de boucle, donc d'input, tu vas réaliser une action spécifique qui va générer un output, un résultat dont tu vas pouvoir faire levier par la suite. Et en fait, ça fait toute la différence. Et tu peux l'utiliser pour absolument tous les pans de ta boîte. Donc déjà, le framework ART, tes leviers. Et derrière, pour améliorer ton produit, améliorer ton marketing, améliorer ta façon de vendre et ainsi de suite. Et en fait, le rôle du growth, ça va être justement de trouver ces boucles de croissance via de l'expérimentation et faire en sorte ensuite qu'elles se maintiennent dans la durée. Ok. Et hyper intéressant parce que là, du coup, on parle d'expérimentation, on parle de testing. Je crois distinguer et apercevoir une notion de créativité aussi. J'ai l'impression que si tu n'es pas créatif, il y a quelque chose qui s'installe et donc du coup, tu n'es plus sur quelque chose de nouveau qui va fonctionner. Est-ce que le côté créatif est une partie prenante de l'expérimentation? C'est-à-dire que tu peux expérimenter mais dans un cadre hyper théorique, etc. Est-ce que tu as forcément besoin d'être créatif pour faire ce métier? Pour moi, de toute façon, la créativité, c'est un produit dérivé de la contrainte et de la productivité. C'est-à-dire que quelqu'un qui a les compétences minimales suffisantes, à qui tu donnes les bons outils,
théoriques, pratiques, etc. Et à qui tu donnes un OKR précis, donc un objectif de réaliser tant d'expérimentations dans le mois, et si tu lui donnes le bon contexte, quoi qu'il arrive, il trouvera les bonnes idées. C'est Ok. toujours une histoire de levier, d'outillage, etc. Et donc la créativité, en fait, quoi qu'il arrive, tu peux n'être créatif, mais tu peux aussi très facilement le devenir. C'est un système. Ok, parce que c'est vrai que toutes les personnes qu'on voit, en tout cas sur LinkedIn, qui est un des réseaux sociaux, je pense, où la communauté des grosses marketing s'exprime pas mal, on voit souvent, tiens, le nouveau hack du moment, etc. Du coup, tu as le sentiment qu'il y a toujours quelque chose un petit Ouais. peu de nouveau qui sort. Allez. On en parlera après, mais c'est pour ça que j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas que ce côté testing, expérimentation, mais aussi ce côté un peu... et le côté, tiens, en fonction de la période et du moment, on va imaginer quelque chose qui va aller avec cette expérimentation. Je te pose la question de manière un peu, pareil, hyper claire, et ensuite on ira sur d'autres aspects du gros. Toi, quand tes clients viennent te voir, j'imagine c'est pour te poser la question que j'ai posée à Guillaume, c'est quoi la bonne stratégie grosse? Comment tu fais, toi, pour savoir comment tu vas adapter ta stratégie? C'est-à-dire que c'est en fonction des OKR d'un client, c'est en fonction de l'état de l'art que toi tu perçois, je sais pas, chez tes 400 clients. Comment tu t'y prends? Bah, en fait, tu as des indicateurs, t'as des indicateurs macro. Et après, tu es obligé de rentrer un peu plus dans le micro, etc. Donc, en gros, je pourrais te répondre en 3 questions. Mais si tu veux vraiment avoir un état des lieux complet, on a un audit en 100 questions qui te permet de vraiment comprendre à toutes les échelles de la boîte où la boîte en est. Mais tu as des indicateurs très concrets. Par exemple, ton ratio d'acquisition. C'est-à-dire, en gros, quel est le pourcentage déjà, est-ce que tu as une acquisition suffisante? Et est-ce que ton acquisition, elle est équilibrée entre ton inbound, donc les gens qui viennent proactivement te voir, ton outbound et ton bouche à oreille organique, donc naturel, donc vraiment les gens qui ont entendu parler de toi, qui vont t'a recommandé. Donc l'idéal, c'est d'avoir un tiers, parce que ça montre que déjà tu sais générer de l'inbound, donc tu sais faire de la brand, tu sais faire de l'awareness, tu sais te visibiliser, tu as une marque forte, etc. Outbound, ça veut dire que tu sais aller chercher tes clients, donc tu sais à qui tu t'adresses, donc tu as un bon positionnement. Et bouche à oreille, bah, ça veut dire que ton produit, il répond aux besoins de tes clients, qui sont contents, qui sont ravis, qui sont pas autour de toi, tu vois. Donc tu as des indicateurs comme ça. Après, bon, bah, tes logiques économiques, est-ce que tu as un cash flow suffisant? Quel est ton taux de rétention, justement, bah, qui est corrélé à ton ratio de referral, donc ton bouche à oreille. Donc tu as des indicateurs comme ça. Et ça nous permet de quantifier justement à quelle étape on est dans le cycle de vie du client. Est-ce qu'on est pré-product market fit suffisant? Donc est-ce que là, on a une base pour travailler? Est-ce que la courbe, elle a déjà commencé à augmenter? Ou est-ce que on est post-product market fit? Est-ce que là, aujourd'hui, on est plutôt dans une phase d'accélération? Et là, en fait, ça fonctionne de façon plus ou moins algorithmique. C'est-à-dire que quand une boîte a un potentiel fort, qui a un besoin en face, que le produit répond à un besoin, mais que tu as un problème, mais que tu n'as pas les résultats escomptés, et ben, c'est qu'il y a des choses qui cloisonnent la croissance, tu as des choses qui la handicapent. Et donc là, c'est juste une histoire de trouver ce qui pose problème, un problème de process, un problème financier, tu n'as pas un bon cash flow qui te permet de financer ta croissance, un problème data, tu peux avoir tout un tas de problèmes. L'idée, c'est de comprendre ça de façon très précise, quel est le problème, et puis ensuite tu fais monter la boîte en compétences en interne pour résoudre les problèmes, pour qu'elle capitalise aussi à long terme, parce que c'est fondamental. Tu peux pas sous-traiter les sujets aussi fondamentaux à notre sens, et c'est un de nos pans de positionnement. Et mécaniquement, la croissance repart. Ok. Et quand tu dis l'entreprise, je pense que du coup, tu as des grosses maintenant dans ta boîte, toi aussi, Guillaume. Ouais, on a un département grosse. Ouais. À qui ces personnes-là doivent s'adresser? Parce que tu dis, toi tu parlais de l'entreprise, mais en général, le gros, s'il arrive, il va s'adresser à des fonctions bien particulières de l'entreprise. Est-ce que c'est tout le monde dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a des fonctions qui vont dominer comme le market, le sales? Est-ce que de temps en temps, il peut aller voir, je sais pas, la fonction RH, le comité de direction, enfin... Mais je vais te faire la passe 2 parce que nous, on n'a pas de growth en interne. Non, en vrai, je pense que en fait, ça dépend vraiment des typologies de boîtes parce que, tu vois, pour moi, le gros, ça veut tout et rien dire. Tu as des boîtes où, en fait, les grosses, ils vont avoir les mêmes rôles que des ops, par exemple, dans certaines boîtes. Globalement, je trouve que le gros, c'est quand même une fonction qui reste assez support, qui peut être très support du marketing et très lié au marketing, puisque je le vois un peu comme une sous-catégorie du marketing, mais qui va aussi avoir un impact, tu vois, pour les sales. Donc, par exemple, nous, tu vois, on a plein de clients où c'est les head of growth qui vont mettre en place toutes les campagnes de prospection
pour leurs sales. Et les sales, eux, ils sont juste focus à faire des meetings et à closer, tu vois. Il y a d'autres boîtes où en fait, ça se passe pas du tout comme ça. C'est les ops, tu vois, qui vont gérer cette fonction. Donc en fait, ça dépend vraiment. Après, sur la partie RH, oui, tu peux toujours faire des choses growth ou ops. Donc par exemple, tu recrutes très rapidement. Donc en fait, tu considères que ton recrutement, il est nécessaire à ta croissance. Bah, en fait, tu vas vouloir mettre en place des systèmes. Donc on peut donner des exemples très concrets. Plein de boîtes ont levé des fonds il y a environ 12 mois. On sait très bien qu'ils ne vont plus en relever et que ça va être très compliqué et donc qu'ils virent des centaines de personnes. Ben en fait, je peux automatiquement créer un scrapper donc, qui va aller regarder toutes les levées de fonds qui ont été faites entre 12 et 18 mois et me faire des alertes pour aller contacter sur LinkedIn automatiquement toutes les personnes en fait, qui bossent à des rôles clés dans ces boîtes-là parce que je sais que l'ambiance elle doit être pourrie et que forcément c'est des gens, s'ils sont smart, qui vont avoir envie de bouger parce que ça se passe pas bien, ils sont pas forcément ultra bien traités, etc. Tu vois, donc ça c'est des idées, tu vois, sur la partie RH que tu peux mettre en place en grosse pour justement réussir à te développer. Okay. Après, tu as aussi fonction market, comme on a pu le voir, donc ça peut être plein de tests, tu vois, des tests de nouveaux canaux d'acquisition. Parfois les grosses, ils utilisent même, nous par exemple, le département grosse va faire des tests sur la partie ads et peut tester 1 milliard de trucs. On a aussi la partie produit, tu vois, qui est vachement importante. Des A/B tests ou ce genre de choses? Ouais, A/B test ou même dans ton produit, qu'est-ce que tu fais, tu vois, pour faire en sorte que ton taux d'activation il soit plus élevé. Donc oui, c'est du produit, mais en fait, tu as aussi des grosses loupes, tu vois, qui peuvent rentrer dedans, comme tu t'en parlais un petit peu tout à l'heure. Donc à quel point on fait que les gens puissent, par exemple Spotify, tu vois. Un truc qu'ils font chaque année, c'est que tu as ton dashboard qui te met le nombre d'heures que tu as utilisé ou écouté de la musique. Enfin, tu sais, tu as un reporting que tout le monde partage, tu vois. Bah, ça, en fait, c'est sûr que ça n'a pas été créé par un produit, tu vois. Ça a été créé par un gros manager chez Spotify qui s'est dit comment est-ce que je peux créer plus de viralité sans dépenser 1 euro et faire du contenu que mes users vont pouvoir partager et vont pouvoir en être fiers. En fait, ça, c'est typiquement, tu vois, quand le gros, il arrive dans le produit et qui te fait faire quelque chose. Un autre exemple qu'on peut prendre, c'est, je sais pas, Sent with Love by Hotmail, tu vois, à l'ancienne. Genre Hotmail, bah, tu vois, ils avaient ce lien de référence. Il est fou celui-là. Powered by Intercom, tu vois, c'est la même chose. Ou Calendly, tu vois, crée ton Calendly. Ou genre quand tu as terminé de faire un DocuSign, créez vous aussi votre compte DocuSign et il a déjà ton email et donc il veut te créer un compte, tu vois. En fait, tous ces trucs-là, c'est des sortes de growth hacks, entre guillemets, qui vont créer de la viralité et dont le département grosse peut avoir un impact. Et donc du coup, alors je veux pas forcément m'engouffrer là-dedans parce qu'on a 1 heure, mais je pose quand même la question parce que tu y es venu naturellement. Avant, tu avais des gros hackers qui se sont un peu transformés suite, je pense, à l'arrivée de RGPD, tu vois, en grosse manager. Et on sent que ce terme un peu grosse manager maintenant, grosse marketeur, pardon, excuse-moi, c'est passé vers sales ops, ça se spécialise un petit peu. Là, je vais peut-être plutôt m'adresser du coup à toi, Benoît. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment que ce métier un peu généraliste est en train, entre guillemets, de prendre des spécificités? On a parlé de product. Effectivement, tu te dis pourquoi pas avoir quelqu'un growth en mode product ou spécialisé en market ou spécialisé en sales ops. Comment tu vois la chose, toi, de ton point de vue un petit peu 360 du marché? 360. Mais 400 clients, on peut commencer à dire que c'est 360. Disons que, en fait, petit à petit, on a commencé à comprendre, et ça va de pair avec l'évolution du terme, ça va growth hacking, ensuite growth marketing, et là aujourd'hui, on parle de plus en plus de growth et tout. Et nous, on parle de croissance, tu vois, parce qu'on parle de moins en moins de growth de notre côté, mais en fait, on a commencé à comprendre que le growth hacking, le growth hacker, c'est pas un mec que tu fous dans un coin avec une capuche et tu lui dis vas-y, fais de la croissance, mec. C'était un peu ça avant. Tu avais un peu les CEO, tu sais, qui sont. Et c'est pour ça, quand tout à l'heure tu parlais de pré-market fit, pré-product market fit, genre c'est important de se dire, parce que s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, il y en a beaucoup et je pense qu'ils doivent venir te voir aussi en mode j'ai un produit génial, t'as des clients? Non, j'ai pas de clients. Mais je vais recruter un gros hacker qui va… Non, en fait, c'est pas ton gros hacker qui va débloquer ta croissance. Ouais, et d'ailleurs, dans le produit, ce que tu dis, nous, on a quelqu'un d'hyper talentueux qui est associé chez nous, qui s'appelle Clément, dans le rôle aujourd'hui de First PM. Tu le montrais là ou non? Non, je regardais la caméra. Dans le rôle aujourd'hui de First PM, tu te rends compte que cette notion de grosse, tu sais, un petit peu, elle est un peu dans cette notion produit First PM de… Tu testes beaucoup de choses, t'expérimentes, etc. pour arriver à ton market fit. Complètement.
Mais c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que petit à petit, on a commencé à comprendre que la croissance, c'est pas gratuit, ça prend du temps et que c'est le résultat d'un travail systémique qui incombe à tous les plans de ta boîte. Parce que ta boîte, c'est pas seulement générer du lead, c'est pas seulement vendre, c'est savoir ce que tu vends, donc comprendre ce que tu vends, à qui tu le vends, comprendre ton audience, comprendre comment t'adresser à elle, par quels canaux, et ensuite comment faire en sorte de les régaler au maximum et faire en sorte que d'un point de vue support, la boîte, en fait, le château, il tienne quoi. Donc en fait, on a commencé à comprendre que le rôle du growth, il devait transcender la simple acquisition, la simple distribution en fait, d'un point de vue, pour utiliser les termes marketing, et que ça, tu pouvais le faire qu'en départissant de cet aspect un petit peu hacking, justement, de cet aspect un petit peu genre ce qu'on appelle quick wins, où en gros, tu essaies de trouver des petites failles pour aller te pencher vers un travail beaucoup plus global, beaucoup plus macro, systémique, comme je te l'ai dit, et faire en sorte de concilier le produit, comme on l'a dit au début du talk, déjà aligner tout le monde, concilier le produit pour faire concilier le marketing, concilier les sales si on a dans la boîte, et expérimenter à balle et faire en sorte que cette méthodologie, en fait, parce que growth, c'est avant tout une méthodologie avant d'être un poste, insuffle un petit peu l'intégralité des équipes dans la boîte, quoi. C'est ça qui fait la diff aussi à long terme. Et je pense que ça dépend des stades de boîte aussi, tu vois. Parce que tu parles de spécialisation, mais en vrai, quand tu as une boîte de 50 personnes, tu vas pas avoir un sales ops, un gross product, tu vas pas avoir... Enfin, tu vois, mais par contre, quand tu scales, en fait, c'est là où tu commences à avoir des gens qui sont beaucoup plus spécialisés. Ouais, le gros, il est généraliste en fait. Okay. Donc après, tu peux ramifier quoi. Ouais. Et d'ailleurs, là, tu parles des stades d'évolution. Effectivement, on peut se projeter dans une boîte, là, CAC 40. D'ailleurs, je vais prendre une question du chat Gauthier PM. Vous parliez tout à l'heure de grands groupes. Comment vous évaluez-vous le gross marketing sur des produits développés en interne ou des progiciels? Et là, je fais du coup référence aux grands groupes qui, eux, vont développer des choses en interne, etc. Alors, ils vont peut-être pas utiliser l'Emlist, ils vont avoir leurs propres outils, etc. Ouais. Cette notion de grosse me paraît plus compliquée à entrevoir, ou entre guillemets, elle va avoir un département grosse à la BNP. Bon, je sais. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est possible, qui est crédible? Non, c'est pas crédible, parce que c'est des boîtes qui vont beaucoup trop lentement, en fait. Enfin, le gros, tu dois quand même aller vite, tu dois mettre en place des choses, tu dois itérer. Le gros, en gros, c'est 99,9% du temps, tu vas faire de la merde, tu vois, des trucs qui ne marcheront pas. Donc en fait, si tu as un process où pour prendre une décision, tu dois aller voir ton N+1 qui doit aller voir son N+1 qui doit aller voir son N+2, genre tu sais que c'est mort en fait et ça avancera pas. Et c'est pour ça que tu as des grands groupes qui sont dégommés par des startups parce qu'elles itèrent beaucoup plus rapidement. Et après, les grands groupes ont beaucoup de cash, donc ils les rachètent et puis ça fonctionne comme ça, tu vois. Mais après, pour la partie genre produit en interne que tu veux faire utiliser, tu vas avoir un taux d'adoption qui est un peu plus important. En fait, ça pour moi, c'est un petit peu comme tout. Tu vois, c'est ton marketing, il doit fonctionner en externe, mais aussi en interne. Tu vois, ta vision de boîte, tout ce que tu vends à ta team, la team letter, en vrai, tu vois, c'est super important. Genre, tu dois vendre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, tu peux avoir des fonctions en interne qui sont là pour augmenter l'adoption des produits que tu as développés, tu vois. Okay. Par contre, ce qui fonctionne bien, là où le growth s'applique très bien dans les grands groupes, c'est justement les grands groupes qui sont diversifiés dans une logique de BU, tu vois, qui ont des filiales, ou alors qui veulent lancer un nouveau produit, qui se diversifient, etc. Là, par contre, forcément, tu retrouves les mêmes dynamiques de croissance qu'une boîte naissante, en fait, qu'une startup ou ce que tu veux. Et donc là, le growth s'applique vachement bien. Au sein d'une team, quoi, en fait. Exactement. À une condition, par contre, c'est effectivement, comme tu l'as dit, qu'il n'y ait pas de sclérose structurelle, machin, et que ça ne bloque pas dès que tu veux faire un truc un peu ambitieux, quoi. Ouais, on te dit, tu as une team, mais comme tu disais, en gros, tu dois avoir 6 validations, et genre, le boomerang, il revient 3 semaines plus tard, quoi. Genre, ouais, c'est ça. Okay. Alors, en préparant, du coup, ce live, Guillaume, tu me disais, l'essence du growth, ça reste la conversion et donc la vente. Et donc peut-être revenir sur la définition de la vente. Et je vais coupler ça avec une autre chose qui est l'ICP, donc Ideal Customer Profile. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux faire du growth et donc de la conversion et donc de la vente sans savoir quel est ton ICP? Et si oui, comment tu définis c'est un KPI? Non, c'est pas vraiment un KPI en fait. ICP, c'est
Bon, je laisse les experts le préciser, mais c'est un peu ton client de ouf, quoi. Toi, j'imagine, tu disais tout à l'heure, les grosses boîtes, c'est pas ton ICP, quoi. En fait, je pense que ta question, tu vois, de dire est-ce que tu peux faire du gros sans connaître ton ICP? Pour moi, la réponse est oui, mais ça veut dire que ta première étape quand tu es grosse et que tu connais pas ton ICP, c'est de le déterminer, tu vois. Donc en gros, la question, c'est plutôt de te dire, si tu es au stade où tu n'as pas d'ICP, bah, qu'est-ce que tu peux faire? Donc tu as évidemment les ads, genre je teste différentes audiences pour voir qui convertit le mieux, ou tu as de la prospection, et là c'est assez facile, tu vas sur LinkedIn, tu prends tes filtres, tu mets les gens dans différents buckets et ensuite tu fais tes campagnes par bucket et tu vois ce qui convertit le mieux, tu essayes d'avoir un maximum de conversations pour déterminer qui est ton client idéal. Toi, par exemple, chez Lemlist, très rapidement, tu as su ce que c'était ton ICP? Pas du tout. Ça prend du temps? Pas du tout. Non, ça prend du temps et puis surtout, ça évolue, tu vois. Évidemment, tu vois, quand tu commences, tu as un produit qui est dégueulasse, hein, tu vois, faut se le dire. Enfin, si tu veux lancer vite et que tu itères, ton produit au départ, surtout il va pas être 1000 euros. Surtout avec 1000 euros, tu vois. Donc, tu vois, on avait un produit qui n'était pas dingue. Mais en fait, l'idée, c'est OK, comment est-ce que je trouve des gens qui adorent les produits un peu innovants et qui sont peut-être un peu crevards parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une discount et qu'ils ne paieront pas ultra cher au départ. Donc, tu vois, c'est très différent des personnes qu'on a maintenant qui cherchent vraiment le top product, qui innove, qui va leur apporter les meilleurs résultats possibles. Tu vois, ma cible, elle a vachement évolué. Et donc, je pense qu'au départ, l'objectif, c'est plutôt pour toi d'avoir un maximum de conversations avec des gens que tu peux essayer de closer et ensuite voir ceux qui ont le plus de valeur quand ils utilisent ton produit. Parce que ce n'est pas forcément ceux qui vont payer le plus, tu vois. Parce que des fois, en fait, quand tu es très bon sales, tu peux réussir à closer, tu vois. Et notamment pour les gens qui s'adressent à des grands groupes, en fait, c'est très facile de closer des grands groupes parce qu'ils t'aiment bien. Et en fait, derrière, les gens, ils n'utilisent pas le produit. Et donc, en fait, ils ne voient pas de valeur. Et donc, moi, je connais des boîtes, tu vois, où le founder était très bon sales. Il a closé, tu vois, des contrats à plusieurs centaines de milliers d'euros. Il a levé sur ces contrats-là. Sauf qu'en fait, quand tu regardes juste l'analytique, est-ce que les gens utilisent le produit? Est-ce qu'ils restent? Est-ce qu'ils voient de la valeur? En fait, la réponse, c'est non. Mais d'un point de vue purement financier, oui, ils ont closé, ils ont fait du cash. Sauf qu'en fait, si tu as closé des gens avec qui tu t'entendais bien, ben, il y a quand même une limite. Tu vois, tu peux pas être le seul sales de toute ta boîte et ça scale pas en fait. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, je pense. Mais ça, c'est une des features super intéressantes du rôle de growth, c'est d'être correct, bon, moyen bon en tout, mais excellent en rien. Parce que si effectivement, tu es ultra bon en sales et que tu arrives à vendre, du sorbet fraise à un esquimau ou à un pingouin ou à ce que tu veux, et ben, tu vas créer un énorme biais en fait de sélection vis-à-vis de ton produit qui va t'empêcher d'avoir photographiquement ce qui se passe dans la réalité et de te rapprocher de ton product market fit en fait. Donc c'est une feature en fait que le growth il soit suffisamment performant pour pas être freiné dans ses expérimentations, mais qu'il n'ait pas une expertise de malade mental sur un truc qui déjà va biaiser ses actions et qui va fausser les résultats. Parce que là, ton objectif à ce stade-là, c'est pas de savoir si tu es très bon en vente, c'est de savoir si ton produit se vend. Et en fait, il y a une vraie différence, quoi. Et si justement ton produit il se vend, parce que là du coup j'ai l'impression qu'il y a peut-être en tout cas moi je comprends qu'il y a un peu une différence de point de vue entre vos deux discours, dans le sens où imaginons tu vends un petit peu à tout le monde, donc tu vends aux grands groupes mais ils ne l'utilisent pas, et tu vends peut-être à des startups qui vont à fond utiliser ton produit. Est-ce que ton objectif c'est toujours de vendre à tout le monde ou de te spécialiser et de bien adapter, on va dire, ton market, tes sales, le discours marketing et tout, pour cette tranche qui utilise à fond ton produit et qui est bien? Alors, je peux répondre. En fait, tu parlais d'ICP. Pour moi, il y a deux pans dans l'ICP. Ouais. Tu as ce qu'on appelle le job to be done. En gros, c'est quelle action ton produit permet de faire pour résoudre quel problème et par qui. Donc, ça, le job to be done, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, Lemlist, c'est un outil de prospection qui permet de générer des opportunités commerciales qui potentiellement peut être utilisé par une infinité de personas différentes, d'avatars différents, de profils différents. Donc là, déjà, l'idée, c'est de partir de ça. Toi, à ton stade, t'es Guillaume, tu viens de créer Lemlist, avec 1000 euros, tu as un enjeu déjà, pour l'instant, c'est de générer de l'argent, de faire des ventes, juste pour exister, pour pouvoir vivre. Et donc, en fait, l'idée, c'est de partir de ce job to be done et de séquentiel, de façon méthodique, en fait, se dire, OK, à qui ça correspond, qui éprouve ce job to be done-là,
Et puis après, tu priorises en fonction de tes affinités. C'est quelque chose de très organique, en fait, de très intuitif, quoi. Qui je connais le mieux parmi ces audiences-là, laquelle potentiellement peut me payer le plus, etc. Laquelle je vais... voilà, donc tu priorises de façon instinctive. Et après, tu vas tester un maximum de choses, ouais. Tu testes, et après, bah, tu rentres dans cette deuxième phase qui est celle du client idéal. C'est-à-dire que, rétrospectivement, avec quel client tu as préféré bosser? Lesquels te payent le plus, lesquels reçoivent le plus de valeur, comprennent le mieux ton produit, recommandent le plus autour d'eux. Et en fait, ça te donne une indication rétrospective, photographique, en fait, de ce qui se passe le mieux et de ton ICP. Et donc, on est toujours dans cette logique cyclique expérimentale. Et donc, l'enjeu, bah ouais, c'est de pas mettre la charrue avant les bœufs, en fait. C'est ça toujours l'enjeu. Et d'avoir une approche fonctionnelle de son produit et de se dire que, en fait, on est autant ignorant de son produit que son audience au début. Et un point juste que je peux rajouter là-dessus, parce que je pense qu'il y a pas mal dans l'audience, peut-être startup, scale-up, tout ça, c'est l'ICP déjà, c'est pas forcément une personne. Tu vois, on dit Ideal Customer Profile, mais en vrai, déjà, tu peux avoir plusieurs personas. Tu vois, tu peux vendre, je sais pas, un gros, un sales ops, mais tu peux avoir en fait des features ou fonctionnalités qui s'adressent plus ou moins à chacune des personas. Mais un point qui est important, c'est aussi te dire que et ça, c'est le rôle surtout du CEO et je pense que c'est bien de le garder en tête, mais c'est tes clients qui sont ceux qui ont le plus de valeur aujourd'hui. Est-ce que c'est ceux que tu veux demain en fait? Et tu vois, tu as beaucoup de boîtes par exemple qui ont commencé, je prends Zendesk comme exemple. Zendesk à la base, c'était le produit des startups. Aujourd'hui, tu as très peu de startups qui utilisent Zendesk, tu vois. Parce qu'en fait, leur stratégie au cours des 15-20 dernières années, ça a été que d'aller up market. Parce qu'ils sont cotés, parce que c'est devenu une très grosse boîte, c'est une enterprise et ils veulent faire des enterprise deals. Donc en fait, tu vois, eux, dans leurs produits et dans la façon dont ils le développaient, bah, clairement, en fait, ils ont dû faire des choix à un moment qui était de dire mon client actuel, les features et ce que je vais développer, ça va pas du tout le faire kiffer, tu vois. Parce que c'est pas ce qu'il attend, c'est pas ce qu'il recherche. Mais moi, de mon côté, en tant que CEO, ma stratégie, c'est pas aujourd'hui, c'est plus aujourd'hui de le delight, tu vois, de lui rendre la vie la plus simple possible. Mais c'est en fait d'aller chercher une nouvelle cible. Et donc ça, c'est super important à garder en tête aussi. Ok. Hyper clair. Même moi, je me suis dit, putain, j'ai appris des choses. En fait, même toi. Ouais, même moi. Non. Même moi, je l'ai dit direct, je suis ignorant sur le sujet du gros. Enfin, j'apprends comme tout le monde. Mais effectivement, je pense que du coup, pour résumer, en fait, on peut se dire qu'il ne faut pas avoir peur d'expérimenter et d'être un peu plus mature pour définir clairement quel est son ICP et qu'il faut le voir sur deux pans. Un petit peu pré-MVP ou... tu te testes et tu apprends sur toi-même. Et puis une fois que tu te connais un petit peu mieux, que tu connais un peu mieux ce que tu veux, ta cible, avec qui tu as envie de travailler, là tu vas peut-être un peu plus affiner. Ah, mais faut être prêt à faire n'importe quoi. Moi le 99,9% m'a fait un peu peur. Je sais pas si tu as exagéré. Non, j'ai un peu exagéré, mais clairement, en fait, le truc, c'est que le gros, c'est quand même un département d'expérimentation, tu vois. Donc, il faut être OK avec ça. Et c'est comme, tu vois, c'est comme le marketing. Tout à l'heure, tu parlais du live, de ce live Twitch que vous organisez. Bah ouais, c'est un budget de dépenser tout ça. Mais en fait, il y a toujours cette question, qu'est-ce que je peux mesurer, qu'est-ce que je peux pas mesurer et à quel point, en tant que CEO, je crois en ce que je fais, tu vois. Et il y a aussi un point qui est ultra important dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut garder en tête, c'est quel est mon kiffomètre, tu vois. Genre, toi, ça te fait kiffer de faire ces émissions et c'est pour ça qu'elles sont bien, tu vois. Si ça te faisait pas kiffer et que, tu vois, donc en fait, t'es pas obligé de tout mesurer tout le temps non plus. Pour donner un ordre d'idée, hein, si tu as une expérience sur deux, une expérimentation sur deux qui est concluante, c'est que tu n'es pas assez ambitieux, justement. C'est que tu prends pas assez de risques, tu tentes pas des trucs assez tendancieux. Parce que le non, la vraie constante, c'est le non, en fait. C'est l'échec. Et donc, ta réussite, elle va se construire sur cette montagne d'échecs-là, petit à petit, de façon incrémentale, parce que c'est le fait de débroussailler tous les échecs, tous les trucs qui marchent pas pour toi, qui vont te permettre contextuellement de trouver finalement ce qui marche pour toi. Et ça, tu peux, donc ce oui-là, cette réussite-là, tu peux la découvrir que au prix en fait de tous ces noms que tu vas te manger. Ouais. Et là, je me mets dans la peau du CEO que je suis, mais je suis sûr que c'est pareil pour vous. C'est pas toujours facile. Alors après, je pense que là, on arrive plutôt du coup sur la culture d'entreprise et c'est là où je pense que du coup, c'est pour ça que les grands groupes peuvent pas. C'est que aux yeux de tes salariés, que tu en aies 25 ou une centaine ou même plusieurs milliers, je pense que cette culture de l'échec, de ne pas avoir peur d'essayer, etc., il ne faut pas que ça prenne un pan négatif chez tes salariés. Nous, je sais qu'on teste énormément de choses et de temps en temps, c'est fatigant de voir le côté on teste, ça ne marche pas, on itère, on reprend.
mais c'est ce qui permet de justement réussir. Là, je donne un exemple. Tu parlais du studio. D'ailleurs, c'est pile poil le sujet d'après. Tu m'as tendu une perche. On va parler j'allais dire de la brand. Et notamment de la mesure que tu dois... quelle est la mesure? Est-ce que tu dois calculer quelque chose sur cette stratégie? Pourquoi j'en arrive à là? C'est qu'en gros, nous, typiquement, ce studio que vous voyez là, d'ailleurs, j'en ai jamais parlé, c'est une équipe, donc c'est Jennifer chez nous, qui est actuellement en congé maternité, qui revient bientôt, elle nous manque, qui est venue nous voir et qui a dit, j'ai une idée, on va monter un studio, on va faire un live sur Twitch, et voilà. Et budget, globalement, je crois que le budget au début, c'était entre 20 000 et 50 000 euros pour une saison complète. Bon, tu te dis, waouh, ça coûte un peu cher, etc. Heureusement, je devais être bien luné ce jour-là, j'ai dit oui. Mais ça aurait pu être un échec cuisant, ça aurait pu coûter de l'argent, qui montre que du coup, tu n'as pas envie de recommencer. Et heureusement, aujourd'hui, sans ces lives qu'on fait côté product, côté tech, côté entrepreneur, côté design, je pense qu'on aurait peut-être une croissance qui aurait été divisée par 2 ou 3. Parce que on n'aurait pas rencontré des clients, on n'aurait pas rencontré des entrepreneurs comme vous, on n'aurait pas eu cette notoriété, on n'aurait pas eu ce côté un petit peu, ouah, il crée des trucs sur Twitch, on n'aurait pas eu un ministre qui fait que ça te positionne, etc. Donc si on part du sujet brand, la brand, je pense, c'est essentiel dans le gros. D'ailleurs, on voit vos communautés, on voit vos marques qui sont hyper fortes. Toi avec un podcast, les jeunes branches, toi avec ton Instagram, avec ton livre, avec la communauté. Pourquoi construire une brand? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que c'est quelque chose qui te permet d'être un catalyseur, entre guillemets? Et est-ce qu'on doit absolument essayer de calculer? Parce que je pense que ça, c'est dans le discours de toutes les directions marketing du monde. Est-ce que si j'ai pas un certain nombre de leads, du coup, je suis pas bon? Mais moi, je dis à mon équipe marketing, en fait, si vous apportez pas autant de leads que le commerce, c'est pas grave, parce qu'en fait, voilà, on a choisi Twitch, il n'y a pas d'adresse mail, on ne peut pas faire de push, etc. Mais on capitalise sur autre chose. Gros sujet. Il nous reste un quart d'heure. Un quart d'heure. Aïe. Tu veux y aller? Vas-y, je peux commencer sur plusieurs trucs. Déjà, je pense que ça ne sert à rien de faire de la brand si tu n'y crois pas, tu vois. Ça, c'est le premier truc. Second point, je ne pense pas qu'on soit obligé de tout mesurer. Je te prends des exemples. Ahref, une boîte qui bosse dans le SEO, ils sont à plus de 100 millions d'ARR. Donc l'équivalent de Aircall avec John que tu avais fait venir ici. Mais sauf que eux, ils sont genre moins de 100 personnes, donc 10 fois moins. Ils mesurent rien. Ils n'ont pas Google Analytics, ils traquent rien du tout. Parce qu'en fait, les mecs, ils savent que ce qu'ils font, c'est quali. Et leur seul objectif, la seule mesure, c'est les sign-up et le cash. Parce que c'est le seul truc, tu vois, qu'ils mesurent. Donc en vrai, si tu vois que ton revenu, il continue d'augmenter en fonction des actions marketing que tu prends, ça ne te sert à rien de mesurer. Tu vois, il y en a qui vont te dire oui, mais il faudrait aller fine-tuner, etc., etc. Tu peux, mais ça a aussi un coût, tu vois. Donc ça doit rentrer dans ton calcul de ROI et tu dois savoir pourquoi tu le fais. Tu as un coût d'opportunité énorme en fait. Bah c'est ça, tu vois. Après, moi, je suis quand même partisan de mesurer un maximum de choses, mais je pense que tu vois, la brand, ça n'a aucun intérêt de le mesurer, tu vois. Parce que c'est très compliqué à faire et que globalement, à partir du moment où tu crois que ce que tu fais, ça apporte de la valeur à tes utilisateurs, continue de le faire parce que tu sais que ça va payer, tu vois. Ensuite, le second point, je dirais, c'est la définition de la vente. Tu vois, pour moi, la vente, en gros, c'est un transfert de croyance sur une échelle de confiance. Donc, tu vois, si toi, tu es en haut de l'échelle, tu es convaincu que tu as une solution à un problème et la personne qui est en bas de l'échelle, c'est la personne qui a le problème, tu vois. Et toi, ton but, c'est de le convaincre. Viens, monte et tu vas voir en haut, c'est la solution, quoi. Tu vas pouvoir la voir. Et cette échelle, pour moi, tu vas les diviser en 3 parties. Tu as une partie genre, qui est liée au targeting. Donc, si je lance une boulangerie à New York, mais que je target les gluten intolérants, bah, ça ne va pas marcher, tu vois. Le messaging, qui est comment est-ce que mon message va te convaincre d'utiliser, tu vois, mon produit ou service. Et enfin, la troisième partie, qui est la crédibilité. Et la crédibilité, en fait, c'est la brand. Tu vois, et la crédibilité, ça passe partout, tu vois. C'est t'as faim dans la rue, ton problème, c'est que tu dois manger, tu vois. Tu regardes autour de toi, tu vois un restaurant. Même quand tu vas au restaurant, tu fais confiance que ce restaurant ne va pas te servir de la bouffe qui va te rendre malade, tu vois. Et en fait, cette confiance, elle est liée à ta brand, elle est liée à comment tu présentes, elle est liée à ce que ton site renvoie, elle est liée au nombre d'employés que tu as sur LinkedIn, elle est liée aux articles que tu as dans la presse. Et donc, en fait, c'est un catalyseur. C'est indéniable, tu vois. Tu regardes Apple avec Steve Jobs, tu regardes Elon Musk avec Tesla. Enfin, juste compare, tu vois, le nombre de followers de Elon Musk
versus Tesla ou SpaceX, etc. Et tu vas comprendre en fait le pouvoir qu'une brand peut avoir. Après, il y a des gens qui… Alors, tu mets le doigt sur un truc. Enfin, je pense que là-dessus, je vous attends sur cette question tous les deux. Ouais. Je vous ai teasé en disant autant de followers, autant de communautés sur LinkedIn. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est presque plus important la brand, entre guillemets, dont on parle? Il y a tout ce côté brand d'entreprise au mode c'est quali, c'est propre, etc. Mais est-ce que du coup, la brand des personnes qui sont derrière cette brand, enfin non, les personnes qui sont derrière cette brand, leur brand à eux n'est pas devenue de plus en plus importante? Je parle de la tienne, je parle des vôtres, hein, où on voit vos contenus. D'ailleurs, tu m'avais mis une petite phrase, je l'ai plus en tête, mais c'est like and cash, entre guillemets. Les likes, c'est pas du cash. Non, mais justement, en gros, c'est ce côté un peu… moi, quand je vois quelqu'un qui a plein de followers, plein d'abonnés, etc., je me dis, il doit faire quelque chose de quali. Il a peut-être beau avoir plein de likes, entre guillemets. C'est pas du cash. Il y en a d'ailleurs qui se perdent, je pense, un petit peu là-dedans. Il y en a qui se perdent là-dedans, mais ça te permet d'avoir une espèce de confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, votre propre brand à vous deux en tant que personne physique est plus importante que la brand de vos boîtes? Il y a une connectique en fait entre les deux, clairement. C'est-à-dire que si tu regardes un petit peu, hein, tu regardes le nombre de followers Twitter d'Elon Musk, il a plus de followers cumulés que les followers des pages, des profils de toutes ses boîtes. Donc, idem pour Bill Gates avec Microsoft sur LinkedIn. Enfin, tu peux aller voir, hein, tu as un ordre de grandeur à chaque fois qui est de l'ordre du 1 pour 2, quoi, en termes de ratio. Donc ouais, la personal brand, c'est un asset extrêmement puissant pour une boîte, clairement. Par contre, et comme tu l'as dit, en fait, déjà, il faut avoir l'envie, il faut y croire. Parce que c'est un travail à temps plein, c'est un vrai travail en tout cas, c'est un travail qui prend du temps. Et ça peut être douloureux en fait de se mettre en avant, d'accepter en fait de se mettre dans l'arène, etc. Mais oui, pour moi aujourd'hui, tu as un vrai enjeu d'humanisation en fait de ta brand. Et le meilleur moyen d'humaniser, c'est de mettre des visages, c'est de faire prendre la parole aux gens, et c'est de comprendre que une boîte, c'est un écosystème très organique en fait, avec des gens qui sont d'accord, qui sont pas d'accord entre eux, qui s'expriment. Et pour moi, c'est un petit peu un des axes d'évolution du branding et du marketing là, au cours des prochaines années. C'est justement cette libéralisation en fait, du marketing et de la façon en fait, de brander en, fait, en tant qu'entreprise. Je pense que ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et je trouve que ça fait des boîtes plus quali aussi en vrai. Parce que quand tu as quelqu'un qui est ultra présent, je trouve, sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, tu vois, Elon Musk, il va faire de la merde, mais il va se faire détruire sur les réseaux, tu vois. Et en fait, oui, ok, un entrepreneur, il fait de la merde tout le temps. Enfin, tu vois, genre, t'essayes, t'as fait des erreurs, j'en ai fait, t'en as fait, on en refera, et c'est sûr, tu vois. Mais quand t'es public, en fait, tu vois, il y a quelque chose qui te met aussi une certaine pression, tu vois, qui te pousse, je trouve, à aller toujours, à agir de mieux en mieux, à faire des choses, tu vois, vraiment différentes, à aller aborder des sujets. Enfin… On peut reparler, tu vois, genre moi, une de mes missions maintenant, tu vois, c'est de rendre tous mes employés millionnaires. Et pour ça, tu vois, genre, je le documente, je parle publiquement de comment je donne des shares, etc. On est dans un groupe d'entrepreneurs, toi et moi et tout. Tu vois que là-dessus, les sujets, enfin, les avis sont ultra divisés. Et la plupart des commentaires que j'avais, c'était c'est une connerie de faire ça, tu devrais pas le faire, machin. Et tu vois, genre, c'est… Do things that you shouldn't. Non, mais ouais, non, mais tu vois, il y a un moment où en fait, c'est vrai que je trouve que quand tu es public, en fait, évidemment que tu as un booster en confiance parce que les gens, ils te voient comme personnalité, donc ils savent que s'il y a de la merde, attends, j'ai une personne que je peux aller voir. Et derrière, toi, je trouve que ça te force à atteindre un niveau d'excellence dans ce que tu fais qui est toujours plus élevé. Et après, il faut voir si ça matche avec ta personnalité. Je pense que toi, comme moi, tu vois, on a toujours envie de s'améliorer, on a toujours envie de faire mieux, on a toujours envie de faire… Tu vois, tu as la culture un peu de la performance et c'est important, tu vois. Pour certaines personnes, ça, ils s'en foutent. Et si ça, tu t'en fous et que c'est pas ta personnalité, le fais pas, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais pour revenir au sujet du coup, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu peux faire une… Enfin, je reviens sur… Tu parlais de John, qui est le fondateur de Aircall, qui était là avec Henri Delorgeville. En gros, pourquoi je les avais sollicités? Pour moi, c'est deux excellents sales, presque, j'allais dire, les deux meilleurs sales de la place parisienne, avec des très gros carnets d'adresses, etc. Les deux, ils étaient ultra d'accord sur le sujet. C'était aujourd'hui, tu ne peux plus faire de vente, ou en tout cas, ton entreprise ne peut pas vendre si derrière, la personne qui achète ne voit pas le cœur du réacteur. C'est-à-dire si c'est juste un truc hyper surfacique, il n'y a pas d'humain, c'est une belle présentation qui présente l'outil, le service, c'est mort. En tout cas, ça n'évoluera pas dans ce sens-là. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup,
parce que c'est super dur de prendre la parole en tant que personne physique sur les réseaux ou autres. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qui va différencier les bonnes stratégies de grosses, de faire parler, entre guillemets, les fondateurs de boîtes en corrélation avec leur brand? D'ailleurs, est-ce que c'est pour ça qu'on voit l'émergence tu parlais de solopreneurs qu'on voit et qui inondent la toile? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est lié? Ouais, carrément. Ouais. Bah, carrément. Toi, tu recommandes à tes clients de prendre la parole en public? Je recommande d'avoir une forme de visibilité personnelle, quoi qu'il arrive, ouais. Et de se bâtir un des pans essentiels de ta brand, personnelle ou non, c'est ta visibilité, et qui est un des précurseurs de ta réputation. Donc ta réputation, c'est la connectique entre ce que tu promets et ce que tu délivres. Et donc ouais, ça passe par de la visibilité. Pour moi aujourd'hui, les 2 leviers de croissance principaux pour une boîte, c'est ta visibilité, à quel point tu es vu, donc l'awareness en fait, tu vois, et ta rétention. Okay. Si tu boostes ces 2 leviers-là, normalement, le reste va toujours finir par s'embriquer. Et donc, ouais, ta brand, à quel point tu es capable de te rendre visible auprès des bonnes personnes, ça ne veut pas dire justement aller taper des posts viraux ou des reels viraux sur Insta ou quoi, c'est pas forcément l'objectif. Tu as une idée justement de positionnement, savoir à qui tu t'adresses et ce que tu vas délivrer comme message. Mais moi, ce que je recommande toujours, c'est justement, si tu sais pas quoi publier, si tu sais pas comment te rendre visible, commence par réseauter un petit peu, fais-toi inviter dans des podcasts, loue en fait, va occuper des espaces que d'autres ont déjà déblayés pour toi. Fais-toi inviter sur Twitch, commence par ça en fait, donc ça passe par du networking, donc c'est quelque chose de beaucoup plus organique, beaucoup plus one-to-one que tu peux faire assez facilement même si t'es pas à l'aise. Et ta stratégie de contenu personnel, pense-la tout simplement comme ton journal de bord où tu vas documenter ce que tu fais, tu vas parler au toi d'il y a 6 mois, tu vas parler de ta vision et tu parles de sujets qui te plaisent en fait. Enfin, moi, tu vas voir sur LinkedIn, je parle de sujets qui me plaisent et ça plaît aux gens et on n'a jamais généré autant de business via mon profil. Toi tu publies 3 fois par jour, c'est ça? 2 fois. 2 fois? Ouais. Toi, tu publies plus. Moi, je me suis fait ban sur LinkedIn. J'ai publié 1 fois déjà. Moi, je faisais 1 fois par jour. Ouais. C'était des fois par jour. Ouais. C'est des bangers d'ailleurs. C'est dur ou pas? Vous le faites vous-même ou vous avez des gens qui écrivent pour Moi, vous? je fais tout moi-même. Ouais, moi aussi, 100%. Ouais. Okay. Toi aussi, ouais? Ouais. Et ouais, non, 100%. Pourquoi? Parce que moi, c'est un travail très cathartique, limite thérapeutique. L'écriture, c'est ma life, quoi. Donc, je me verrais déléguer ça pour rien au monde, quoi. Ok. Non, pas facile, parce que ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a plein de chefs d'entreprise ou d'entrepreneurs qui aimeraient le faire, mais il y a la petite musique. Et moi, le premier, je le fais, mais une fois par semaine. J'ai quelqu'un qui m'aide ici, heureusement, parce que je ne serais pas doué, je pense, mais qui m'aide à faire passer mes idées. Mais derrière, c'est super dur d'entendre tes potes le week-end, tes vieux posts, etc. Voilà. Et je pense que du coup, ça met une petite barrière à justement développer cette image un petit peu, qu'est-ce qui se passe derrière l'entreprise. Mais ça, c'est très français aussi, je pense. Ouais. Parce que tu vois, j'avoue que c'est dingue. En fait c'est assez drôle, mais il n'y a qu'en France où on a tendance à toujours se foutre de la gueule des gens dès qu'ils se mettent un peu, dès qu'ils partagent quelque chose d'un peu vulnérable. Aux US, c'est pas du tout ça, tu vois. Moi, j'ai ma grosse partie de ma communauté qui est là-bas. En vrai, les gens, ils sont toujours beaucoup plus, tu sais, à te soutenir, beaucoup plus à connecter avec toi. Et en plus, ce qui est marrant, je trouve, en France, c'est que les gens, dans tes potes, ils vont te charrier, mais derrière, tu as toujours des gens qui vont venir te voir en DM. Oui, et mais je pense que c'est jamais méchant au final. Hein, non, c'est jamais méchant, mais on est moqueur. Et du coup, tu sais, moi le premier, hein, tu vois, j'aime bien charrier mes potes et tout, tu vois, on est tous moqueurs. Mais en fait, une des raisons pour lesquelles j'ai un peu arrêté de faire ça, c'est que tu vois, tu crées des croyances limitantes chez les gens. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, tu es co-founder d'une boîte où vous êtes une centaine de personnes, peut-être plus, ouais, plus. On est 150. 150, ouais, voilà ça. Genre, tu as 150 personnes et toi, tu me dis, j'ai peur, tu vois, d'écrire parce que je pense que je serais nul. Déjà, tu dis ça, tu vois, donc toi, tu te rabaisses de ouf. Et ensuite, tu dis, j'ai peur que mes idées, elles soient pas bien transmises, etc. Non. Enfin, tu vois, tu as 150 personnes, ça veut dire qu'en entretien, tu as réussi à convaincre au moins 150 personnes de te rejoindre. Donc, non, mais je dis ça, je grossis un peu le trait, je le fais, etc. Ouais. Je me mets à la place aussi de personnes qui, tu vois, vont ressentir, c'est un petit sous-jacent en moi qui me... Mais c'est des croyances limitantes. Exactement. C'est comme le français que tu mets sur une scène et tu lui dis de parler en anglais. Bon, en fait, peut-être qu'il sait parler, mais en fait, il sait qu'il a un accent de merde et du coup, il va se sentir genre non, j'ai pas envie de parler et tout ça parce que tu as l'impression d'être nul en fait. Moi, ce que je recommande à tous ceux qui ont un blocage, c'est déjà de scinder leur processus créatif.
C'est ne jamais se mettre devant un Google Doc, un Word en mode page blanche, de quoi je vais parler aujourd'hui. Non, commence, donne-toi 1 mois, 2 mois où tu vas noter 100% des idées qui te viennent. Toutes tes idées, et tu ne publies rien. Là, juste, tu notes tes idées dans tes notes, sur ton téléphone ou quoi, machin. Deuxième phase, tu vas commencer à écrire un petit peu pour toi, développer les idées qui te plaisent. Tu vas te bloquer 10 minutes par jour, et là, juste, tu choisis l'idée qui t'inspire sur le moment et tu la développes. Troisième phase, là, tu vas commencer à retravailler un petit peu tes posts sur la base d'un corpus d'idées, de posts, de contenu que tu auras déjà commencé à travailler pour toi. Et ensuite, là, tu vas pouvoir commencer à publier. Mais vraiment apprivoiser en fait ce processus-là, parce que c'est toujours la résultante de juste mettre la charrue avant les bœufs et réfléchir en fait à l'output, au résultat escompté, avant de réfléchir à l'effort à fournir. Tu vois. Et en fait, ça change absolument tout, ça débloque 100% des blocages. Ok, j'espère que ça débloquera un certain nombre de choses chez nos auditeurs. C'est passé hyper vite les gars, merci pour cette émission. J'avais 2 choses que je voulais encore aborder, mais on l'abordera du coup dans le Product Therapy qui est un petit format un peu boîte à questions style canal. Ce sera les erreurs à surtout pas faire et les derniers hacks inédits. Je me dis si on se lance maintenant, je pense que ça va être trop compliqué. J'espère que vous avez passé un bon moment sur Twitch en tout cas. Sur ce canapé surtout. Sur ce canapé, voilà. Merci à vous deux. Et puis pour vous chers auditeurs, je vous remercie pour votre fidélité au quotidien. C'est pas bien, j'ai pas bien regardé quel était le prochain live du mois prochain. Mais si je ne dis pas de bêtises, nous avons 2 fondatrices qui viennent pour parler de solo founder vs co-founder. Ça, ce sera dans le backpack et nous aurons Mathieu Stéphanie qui viendra pour raconter en tête-à-tête son passé d'entrepreneur actuel encore, son podcast, etc. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Salut tout le monde. Merci. Ciao les gars. Merci pour l'invite. Ciao.